Voilà, eh bien, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire, ce 10e webinaire. Je suis vraiment très heureux de vous accueillir pour ce 10e webinaire de la série sur les webinaires sur le HPI. Et c'est sur le thème HPI multipotentiel, quel projet professionnel pour vous épanouir pleinement? Alors, donc, je vous redonne la consigne pour toutes et tous. Vous pouvez communiquer par le biais du système de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant le webinaire. Je vais essayer d'être attentif à toutes vos questions et d'y répondre au fur et à mesure. Je reprendrai en fait oralement les questions posées par chacun et donnerai mes réponses au fur et à mesure. Voilà, j'en profite pour vous dire, je ne sais pas si vous avez reçu l'information que j'envoie par le système de discussion. Je ne sais pas si vous le recevez. Je vous envoie le lien vers mon agenda, donc mon calendrier qui vous permet de prendre rendez-vous. Et ça, je vous renverrai de toute façon le lien ce soir après le webinaire. Voilà, en même temps que le lien vers le replay. Alors, je vais partager donc tout de suite la présentation que je vous ai préparée. Voilà, que je vais mettre en plein écran. Est-ce que tout le monde voit bien la présentation? Oui. Donc, Eve, quand tu dis reçu, c'est que tu vois bien la présentation. C'est bien ça, hein, c'est ce que je comprends. On va attendre que vous réagissiez. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Je vois pas de vos réactions. Ok, très bien, parfait, super. Eh bien, parfait. Alors, donc, effectivement, quel va être le menu de ce soir? Au menu, bah d'abord, je vais vous redonner quelques informations sur de quoi je parle quand je parle de HPI, même si je n'aime pas trop ce terme. J'aime bien quand même reprendre un petit peu les modes de fonctionnement des HPI, puisque c'est bien de ça dont il va s'agir ce soir. Euh, Ensuite, je vous parlerai de pourquoi il est si difficile de se définir un projet professionnel en tant que HPI. D'une certaine façon, on va parler des zones aveugles des HPI qui font que, ils ont des freins finalement à se définir leur projet professionnel et l'atteindre. Et puis, il y a un frein en particulier sur lequel on va s'attarder un petit peu plus, c'est pourquoi les HPI ne se sentent-ils jamais légitimes. Et puis, je terminerai bien évidemment par les clés pour surmonter tous ces obstacles avant de passer à vos questions. Alors, quand on parle de HPI, je pense que c'est important de préciser que le HPI se définit par un QI, par un test de QI. En l'occurrence, en France et dans le monde aujourd'hui, le seul test scientifiquement reconnu, c'est le WAIS. On en est à la quatrième version en ce moment. La cinquième version va arriver en 2025, le WISC pour les enfants. Mais en réalité, moi, ce dont je parle dans mes webinaires, c'est bien les modes de fonctionnement des HPI. Donc, en fait, il n'y a pas d'études scientifiques qui précisent quelle est la corrélation entre, d'un côté, le test du QI ou d'un côté le résultat au QI ou le fait d'avoir un QI supérieur à 130, puisque c'est de ça dont il s'agit, et de l'autre les modes de fonctionnement. Donc, moi, simplement, ce que je peux vous dire, c'est que à force d'expérience, à force d'être en contact avec des centaines de personnes qui ont ces modes de fonctionnement, eh bien, ce que je constate, c'est qu'il y a, oui, il y a une forte corrélation entre les deux. Mais en même temps, une fois qu'on a dit ça, ce qui me semble important et ce dont je vais parler ce soir, c'est bien les modes de fonctionnement et leurs conséquences, et pas tellement de QI. Alors, je regarde en même temps. Va-t-on recevoir la présentation après le Zoom? Ben, en fait, vous allez recevoir le lien vers le replay et donc vous aurez forcément accès à cette présentation au travers du replay en format MP4, enfin en format MP4 téléchargeable puisqu'il sera il sera en lien sur mon site web. Voilà. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de HPI? Ben, d'abord, on parle de vitesse. Ils ont une vitesse hors norme. Alors, ils vont plus vite en tout pour observer, pour réfléchir, pour comprendre, pour imaginer. Alors, on verra aussi ce que ça peut comporter comme conséquence, le fait d'imaginer parfois un peu vite, pour anticiper, pour prévoir, et souvent pour agir. Alors, je dis souvent pour agir parce qu'en fait, il y a aussi parallèlement un autre phénomène chez les HPI, c'est le phénomène de procrastination. Et ce phénomène de procrastination, j'en parlerai dans certains articles et probablement des webinaires futurs, mais si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas, vous me les mettez sur le système de questions-réponses et je tâcherai de vous répondre. La deuxième caractéristique dont je vais parler ce soir, c'est la pensée arborescente. Alors, en fait, tous les êtres humains ont plus ou moins une pensée en forme arborescente, sauf que dans le cas des HPI, dans le cas des multipotentiels, c'est particulièrement marqué. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont tendance à faire des liens entre différents sujets.
Et donc, ça les rend extrêmement créatifs, innovants. Ça leur donne également des grandes intuitions, des intuitions qui sont souvent fulgurantes, souvent inexplicables, mais très souvent pertinentes. Et puis enfin, cette pensée arborescente leur donne un intérêt pour plein de sujets. Donc, on va parler d'éclectisme, mais aussi avec le pendant de l'éclectisme qui est la tendance à la dispersion. Et ça, je sais que vous êtes beaucoup à m'en avoir parlé dans les rendez-vous jusqu'à maintenant. Autre caractéristique, c'est le très haut niveau d'exigence et qui confère parfois au perfectionnisme. Alors, j'ai envie de dire, le perfectionnisme n'est pas à juger. D'une certaine façon, il faut être tendre vers la perfection dans certaines activités. C'est plutôt bien, sauf que ça peut être aussi freinant. Mais en tout cas, ce haut niveau d'exigence s'applique pour les autres, mais aussi et d'abord pour soi-même. Autre caractéristique, c'est le besoin d'apprendre. Alors un besoin d'apprendre qui est en permanence, je pourrais dire une soif d'apprendre insatiable. Et donc c'est aussi la conséquence, c'est qu'ils ont une très forte capacité d'adaptation et de remise en cause. Ce sont même, je dirais, des champions de l'adaptation d'une certaine façon. Et on va voir comment ils l'utilisent juste après. Ils ont également une sensibilité exacerbée. Alors, en fait, là, je fais une parenthèse pour dire que il existe à peu près 2 à 3% de HPI dans la population, en tout cas mesuré par cette notion de QI. Sur ce qui est des modes de fonctionnement, c'est plus difficile à définir. Mais en tout cas, s'il y a une corrélation, c'est à peu près 2 ou 3% de la population. Par contre, sur la sensibilité plus forte que la moyenne, on dit que c'est plutôt 15 à 20% de la population. Donc, on voit bien que HPI euh, est souvent HPE est souvent plus sensible que la moyenne, mais un HPE est rarement HPI finalement. En tout cas, cette question de sensibilité exacerbée, elle va se traduire de plusieurs façons. Elle va se traduire par le fait que euh, ça va être une forme de sensibilité aux informations, une capacité à capter des signaux faibles, une capacité à capter les émotions. Donc on voit bien l'intérêt de cette qualité, mais en même temps, ça peut être aussi parfois vécu comme un handicap quand on vit des émotions qui sont un peu trop fortes pour soi. Et du reste, le point suivant, ça concerne la forte empathie. Et la forte empathie, ça les conduit, les HPI, à être fortement orientés vers les autres. Alors, donc, du coup, ils vont avoir aussi des choix de profession très orientés vers les autres. Mais aussi, on va dire que le pendant de ça, c'est parfois d'oublier ses propres besoins. Et j'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez fréquent. Et puis, lié avec l'envie d'apprendre, le besoin d'apprendre et, on va dire, la sensibilité, vient également une forte humilité et donc une capacité à se remettre en cause. C'est ce que je disais juste avant. Le dernier point que je vais citer, et c'est loin d'être exhaustif, bien évidemment, je termine par le fait qu'ils ont beaucoup besoin de sens à leur action, beaucoup de besoin de sens à leur mission, à leur vie en général, et aussi un fort besoin d'utilité. Et on verra comment ça se traduit dans la recherche d'emploi et dans la recherche de projets professionnels. Donc, encore une fois, c'est pas une liste exhaustive, hein. Ça reprend, on va dire, les principales caractéristiques. En fait, quand on lit la littérature, il y en a d'autres. D'ailleurs, je vous ai parlé de la procrastination. En fait, si vous pensez à d'autres caractéristiques que vous ne voyez pas dans cette liste et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, il n'en a pas parlé, eh bien, surtout, n'hésitez pas, vous me posez la question et je tâcherai d'y répondre. Alors, si on avance, pourquoi il est si difficile pour les HPI de se définir un projet professionnel? Alors, je fais une parenthèse pour dire que je vais aussi bien parler des salariés que des entrepreneurs, on va dire, d'un projet salarial que d'un projet entrepreneurial. Même si aujourd'hui, je m'axe un peu plus fortement sur les projets salariaux. D'ailleurs, en lien avec les quelques articles que j'ai fait paraître ces dernières semaines sur LinkedIn. Alors, la première raison, justement, c'est l'éclectisme et la dispersion. On comprend bien que quand on est intéressé par 1000 sujets, il est toujours difficile de choisir. Et en fait, les HPI peuvent aussi bien s'intéresser aux aspects techniques, aux aspects humains, au sport, à l'art, à la politique, à l'histoire. Donc, ça part vraiment dans toutes les directions. À l'intérieur d'un même domaine, on va dire, scientifique, ils peuvent s'intéresser aussi bien à la biologie, au numérique, à la physique quantique, à la physique des matériaux, à la médecine, aux neurosciences. Donc, on va dire, l'éclectisme se répand un petit peu partout.
Et du point de vue de la majorité des personnes, en fait, cet éclectisme, enfin, quand je dis la majorité des personnes, non HPI, hein, bien sûr, peut être perçu comme de la dispersion. Et c'est ce qui donne d'ailleurs le sentiment au HPI d'avoir du mal à se focaliser. En fait, c'est véritablement un mode de fonctionnement. Encore une fois, euh, les HPI ont besoin de respecter leur mode de fonctionnement. Donc, d'une certaine façon, même si ça peut être perçu comme un handicap, eh bien, j'insiste sur le fait que c'est un mode de fonctionnement assez naturel et authentique. Alors, pour illustrer le fait que c'est difficile de choisir, de définir son projet professionnel du fait de ce sentiment de dispersion, eh bien, je vais l'illustrer par mon propre exemple. Quand je me suis retrouvé, on va dire, contraint de définir mon projet en 2015 parce que j'étais licencié, j'étais totalement dans le brouillard. Et c'était au point de ne pas savoir choisir entre, en gros, enfin, quand je dis en gros, c'est exactement ces termes-là que j'employais à l'époque, entre pompier, chanteur et astronaute. Donc on voit bien que à quel point ça peut partir dans toutes les directions. Donc ça, c'était mon exemple et chaque exemple est différent. Mais ce que je vous dis là est assez représentatif de ce que j'ai entendu dans pas mal d'échanges avec d'autres HPI. La deuxième raison qui fait que c'est difficile pour un HPI de se définir son projet professionnel, c'est le phénomène de suradaptation. Alors, comme je vous l'ai dit, les HPI sont à la fois en décalage, mais en même temps, ils ont une grande empathie, et donc cette empathie fait qu'ils ont besoin de se sentir acceptés et intégrés. Mais dans le même temps, ils constatent que leur adaptation aux autres ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que bien qu'ils aient une grande capacité d'adaptation, eh bien, elle tend à ne pas vraiment fonctionner. C'est-à-dire que ils n'obtiennent pas les résultats escomptés dans leur relation à l'autre. Ils n'obtiennent pas, ils ont du mal à convaincre les autres. Ils ont du mal à se faire comprendre. Donc, ils en font toujours plus et ils en font des tonnes. Et donc, on parle de suradaptation. Et en étant dans cette suradaptation, ils vont avoir tendance à perdre un petit peu leur personnalité. Ils vont avoir tendance à fondre leur personnalité. Un peu comme un caméléon va se fondre dans le paysage, eh bien, ils vont oublier d'une certaine façon une partie de leur personnalité. Et le plus embêtant dans tout ça, c'est que ce phénomène, en fait, ce processus va se produire très très tôt dans leur vie. Et donc, ça a deux conséquences. D'une part, c'est un processus dont ils n'ont pas conscience. Et d'autre part, arriver à l'âge adulte, quand on a conscience de ça et qu'on cherche à s'en défaire, eh bien, c'est très difficile. Alors, c'est difficile, j'emploie souvent cette image-là, je l'aime bien, un peu comme, on va dire, un drap qui a été plié il y a très longtemps sous une vieille pile de draps. Eh bien, les vieux plis qui auront été pris par ce drap vont être très difficiles à défaire, même par un fer bien chaud et même en y mettant de l'humidité. Et donc, c'est pourquoi hein, les HPI ont beaucoup de mal à choisir soit leur prochain poste, soit leur prochain projet professionnel. Ils ont tendance à se laisser porter un peu par les événements. C'est vraiment clairement, moi, ce qui m'est arrivé pendant 27 ans, 28 ans, jusqu'à au fait de se dire, ben là, cette fois, j'ai plus le choix. Il faut vraiment que je choisisse ou je suis contraint au choix. Et donc, ce jour-là, ils prennent conscience qu'ils ont vraiment beaucoup de mal à choisir. La troisième raison de la difficulté à se définir un projet professionnel, c'est qu'ils ont tendance à se couper de leurs émotions. Alors pourquoi ils se coupent de leurs émotions? Bah, parce qu'ils ont tendance à vivre beaucoup d'émotions, des émotions plutôt fortes, et donc forcément beaucoup d'émotions négatives, parce que justement ils ont ce sentiment de décalage avec les autres. Alors, Oui, ok, juste un petit lol, c'était pas une question. Donc ce sentiment de décalage, plus on va dire quelque part les réactions des autres, hein, les réactions qui vont être de rejet, d'incompréhension, voire de jalousie, tout ça fait qu'ils vivent des émotions négatives assez fortes et par réflexe d'autoprotection, ils vont avoir tendance à se couper de leurs émotions. Et donc c'est un double effet qui se coule, on pourrait dire, avec la suradaptation, qui fait qu'ils ont tendance à se déconnecter de leur personnalité, parce que en effet, leurs émotions leur amènent beaucoup d'informations sur qui ils sont et quels sont leurs besoins. Donc, s'ils se déconnectent de qui ils sont et de quels sont leurs besoins, ils vont avoir beaucoup de mal à se définir leur projet professionnel. Euh, oui, alors dans mon cas, je sais que
je m'étais un peu déconnecté de mes parents. Alors, ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient pour bien m'éduquer, pour bien me faire grandir et bien m'accompagner. Et d'une certaine façon, ils y ont réussi. Mais en même temps, ils incarnaient pour moi, dans le domaine de l'éducation, un modèle dans lequel je ne me reconnaissais pas. Et donc, par réaction négative avec ça, j'ai eu tendance à fuir, on va dire, le domaine de l'éducation, alors même que j'adorais former, j'adorais transmettre. Donc, on voit bien à quel point des émotions négatives et non traitées, ça c'est le point très important, des émotions négatives non traitées peuvent devenir insidieusement un élément qui vous empêche, un frein qui vous empêche de faire vos choix. La quatrième raison qui rend difficile les choix, c'est que leurs projets au HPI sont atypiques. Alors là, j'ai représenté un parapluie jaune au milieu de parapluies gris et noirs. J'aurais pu prendre plein d'autres exemples. Euh, les HPI imaginent toujours que leur mission, leur poste va être ultra polyvalent, qui va être sur des projets plutôt complexes, des environnements multiples, en mode projet, évolutif. Et c'est en fait tout l'inverse de ce que cherche la majorité des salariés, des collaborateurs. Et c'est aussi tout l'inverse de ce que proposent les entreprises en général. Alors, quand de temps en temps ça existe, d'abord, il n'y en a pas tant que ça. Il peut y avoir deux cas. Quand un HPI repère, on va dire, une telle offre de poste où il y a à la fois complexité, évolutivité, ouverture, enfin tout ce que j'ai pu vous décrire jusqu'à maintenant, il y a souvent le cas qu'en fait, il a projeté ses propres espoirs dans l'annonce et il a donc un peu surinterprété l'annonce. Et ça, la surinterprétation, c'est un phénomène aussi dont je pourrais vous reparler, qui est assez fréquent. Soit c'est tout simplement le recruteur ou l'employeur qui a survendu le poste. Et quand de temps en temps ça existe, quand de temps en temps il propose, on va dire, un poste où véritablement c'est ouvert aux moutons à cinq pattes, le problème, c'est que ça peut masquer d'autres problèmes. C'est qu'en fait, il cherche à recruter une personne pour faire le boulot de trois. Alors, un petit œil aux questions. Oui, Vincent, si coupés de leurs émotions, difficile de décider, alors comment les aider à choisir leur projet pro? Eh bien, d'une certaine façon, la réponse est comment les aider à se reconnecter à leurs émotions. C'est un des axes hein, que je vous propose de travailler. Emmanuel, le principe de réalité ne devient-il pas opposé à la possibilité d'être authentique? Oui, bien sûr, d'une certaine façon. Sauf que ce qui se passe, c'est que en étant suradapté, en n'étant pas authentique, on devient pas performant et pas heureux. Donc, de toute façon, à un moment donné, pour être performant pour être heureux. Et donc, quand je dis pour être heureux, pour être bien dans sa peau, et le bien dans sa peau, c'est ce qui permet finalement d'atteindre ses objectifs, eh bien, il faut quand même en revenir à sa personnalité propre. Alors, c'est peut-être un peu, ça peut sembler paradoxal, mais clairement, le fait d'être en suradaptation ne peut pas fonctionner à long terme. Emmanuel, une autre caractéristique d'un HPI en lien avec celles qui ont été présentées, s'ennuie facilement si ce n'est pas stimulant. Bien évidemment, on peut déprimer ou angoisser si ce qu'ils font n'a pas de sens. Une raison aussi à la procrastination. C'est évident. J'ai envie de dire, il faut la crête, la ligne de crête entre d'un côté un projet extrêmement ambitieux, difficile, entre quelque part le risque de surchauffe, de burn-out d'un côté et le risque d'ennui, de bore-out. Cette ligne de crête, elle est toujours assez étroite. Mais ce que j'ai envie de vous dire en même temps, l'espoir que j'ai envie de vous donner, c'est qu'à partir du moment où on se connaît bien, où on est authentique et soi-même, on est revenu ancré en soi-même, à ce moment-là, on est tout à fait capable, de façon très précise, de suivre cette ligne de crête. Qu'est-ce que je voulais dire sur leurs projets qui sont atypiques? Oui, bah voilà, je pense que j'avais donné à peu près toutes les informations. Autre raison qui fait que c'est difficile non seulement de se définir un projet professionnel, mais de l'atteindre, c'est qu'ils ont tendance à vite abandonner. Donc, alors,
le fait de vite abandonner vient du fait que, ils font tout vite. Et donc, ils ont tendance aussi à envoyer leur projet aux oubliettes à partir du moment où ils voient que c'est difficile, qu'ils ne trouvent pas, que, ils ont cru le trouver et puis finalement, c'était pas bon. Donc, d'une certaine façon, comme le dit l'adage, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. J'ai un exemple d'un ingénieur de mon école que j'ai accompagné il y a quelques temps et qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, a fait des grands coups de barre à droite, grands coups de barre à gauche dans sa carrière, justement en l'espoir de changer pour adapter les choses et faire qu'enfin il soit à sa place. Et en fait, il avait donné des trop grands coups de barre à droite ou trop grands coups de barre à gauche, et ça, il le regrettait pour plusieurs raisons, parce que, enfin, il le regrettait, il n'avait pas à le regretter, mais en tout cas, il disait, je ferai autrement aujourd'hui, tout simplement parce que il avait fait trop de changements d'un seul coup, et ces trop de changements d'un seul coup font qu'il s'est mis en danger, et il s'est même mis en échec. Donc, vous voyez, c'était quand même pas très positif. Et en plus de ça, comme il avait fait beaucoup de changements, il avait du mal à identifier quels étaient les changements qu'il aurait fallu garder et ceux qu'il aurait fallu éviter. Alors, Thierry, oui, bah, pas de souci, même en arrivant en retard, on peut continuer à parler. Donc, je ne peux pas lire les éventuelles questions. Oui, c'est normal, Thierry. Vous ne pouvez pas lire les questions, mais par contre, si vous avez des questions à me poser, je les reprendrai et j'y répondrai. Donc, comme ça, tout le monde en profite. Oui, la ligne de crête entre l'ennui et l'angoisse s'appelle la zone de flow. Oui, si ce n'est que la zone de flow est peut-être plus facile à atteindre pour certains que pour d'autres d'une certaine façon. Alors, Emmanuel T, pourrait-on envisager de former les managers et recruteurs sur la spécificité des HPI? Bien évidemment. Alors ça, c'est un vaste sujet. Et je le reprendrai dans un autre webinaire. Mais ça suppose déjà que les dirigeants soient ouverts à ce genre de choses. Donc oui, c'est clair que c'est difficile d'expliquer euh, que l'on est HPI. Et j'ai envie de dire, il vaut mieux ne pas dire qu'on est HPI, mais plutôt parler de ces modes de fonctionnement, Emmanuel. Alors ils abandonnent vite. Où est-ce que j'en étais? Voilà. Et donc bah, peut-être vous voyez déjà en creux le conseil qui pourrait y avoir derrière le fait de vite abandonner, c'est de renforcer aussi sa persévérance et sa résilience. Il pense aussi ne jamais être prêt. Alors, j'ai pris l'image plutôt d'un homme plutôt que d'une femme, mais c'est vrai pour toutes les personnes. On a tendance à se préparer longuement quand pour un rendez-vous important. Et ben, d'une certaine façon, c'est un peu la même chose pour les HPI qui doivent se lancer, soit pour se lancer dans un projet entrepreneurial, soit pour oser candidater à un poste supérieur. Pourquoi ils ne pensent ne jamais être prêts? Bah, pourtant, tout un tas de raisons. Ils ont un haut niveau d'exigence, ils adorent apprendre, ils se remettent en cause en permanence. Donc, bah oui, d'une certaine façon, c'est le syndrome que j'appelle le syndrome de Socrate. Ils savent qu'ils ne savent rien, mais du coup, ils ne sont jamais prêts. À ce sujet, quand je me suis lancé comme consultant, comme coach consultant, j'arrêtais pas de me former. Alors, c'est vrai que c'est une tendance naturelle chez les coachs consultants, mais plus particulièrement chez ceux qui sont colorés HPI. Ils découvrent à chaque fois qu'ils font une formation, ils sont très contents, mais ils découvrent en fait trois autres formations, voire cinq, voire 10. Et donc, ben, on voit bien qu'une vie entière ne suffira jamais à être complètement prêt, à être complètement performant à avoir fait toutes les formations pour véritablement être prêt. Donc c'est là où on se rend compte qu'à un moment donné, bah oui, on est peut-être prêt avant d'avoir fait toutes les formations possibles et imaginables. Moi, je regrette rien hein, de toutes ces formations, mais à un moment donné, on se rend bien compte qu'il y a une forme un peu d'addiction à l'apprentissage. Et donc, le même processus est en jeu quand un HPI salarié imagine solliciter un nouveau poste, une promotion. D'un côté, il ressent le besoin de s'ouvrir, on va dire, à ce poste plus large, avec plus de responsabilités, plus complexe, pour apprendre et pour progresser. Mais de l'autre, il y a tout de suite l'autre sentiment qu'il devra apprendre pour se sentir parfaitement à l'aise dans le poste. Et ce, même si il sera accompagné par des formations, par du coaching. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, il faut oser se présenter. Pour franchir la marche supplémentaire, eh bien, il faut oser la solliciter. Alors, comme je vous disais, je voulais faire un zoom sur pourquoi ils ne se sentent jamais légitimes. Et en même temps, je jette un œil aux questions et réponses. Vincent, si l'on parle de leur projet pro, risquons-nous de les influencer? Alors,
Oui, et c'est un sujet qu'on a évoqué, hein, Vincent, tous les deux ensemble. C'est pour ça que euh, j'estime que c'est important d'accompagner un HPI et j'allais dire n'importe qui en général en mode coaching. Ce mode coaching qui est moins en mode conseil que en mode de d'accompagner l'autre pour trouver ses propres solutions. Mais de toute façon, quel que soit le mode d'accompagnement que tu choisiras, Vincent, il y a forcément une part d'influence. On ne peut jamais être complètement neutre dans un processus d'accompagnement. La seule chose, c'est qu'il faut être toujours extrêmement prudent pour ne pas projeter ni ses propres envies, ni ses propres peurs, ni ses propres expériences sur l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour moi, ça relève un petit peu de la compétence du métier de coach, hein, que de savoir, d'apprendre à ne pas projeter sa propre personnalité sur l'autre. Ça suppose d'avoir beaucoup travaillé sur soi. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Un fort besoin d'apprendre de la nouveauté. Oui, évidemment, Emmanuel, hein, le besoin d'apprendre, c'est besoin d'apprendre de la nouveauté, évidemment. C'est un attrait de la nouveauté, on pourrait dire. Catherine, est-ce que c'est là le syndrome de l'imposteur ou y a-t-il une raison plus profonde derrière la chaîne infinie de formation? Oui, clairement. En fait, euh, la chaîne infinie de formation, c'est les deux à la fois. C'est le syndrome de l'imposteur et l'envie d'apprendre. Donc, il y a un côté peut-être positif, mais il y a un côté à impact négatif, on pourrait dire. Donc pourquoi ne se sent-il jamais légitime? La première raison, c'est le haut niveau d'exigence. Encore une fois, hein, il se sent jamais à la hauteur de ses exigences et surtout, il ne perçoit pas son niveau d'exigence comme anormal. Donc, encore une fois, on voit bien à quel point c'est un décalage dans le diagnostic de départ qui fait que les décisions ou les engagements ne peuvent pas être tout à fait justes. La deuxième raison, c'est qu'ils se sont souvent sentis en décalage, voire rejetés. Donc, bah oui, effectivement, ce sentiment de décalage. Alors, c'est pour ça que j'ai utilisé l'image de Pinocchio, hein, alors ça, l'image de Pinocchio, ce sera aussi pour une autre raison. Quand on se sent rejeté, eh bien, on se sent pas légitime, on se sent plutôt en dehors du groupe. On estime que c'est toujours le groupe majoritaire qui a raison. Et donc, c'est ça que j'appelle moi le syndrome du vilain petit canard, hein, pour faire l'analogie avec la référence avec le conte d'Andersen du même nom. C'est-à-dire que le vilain petit canard était en fait un cygne, mais qui s'ignorait. Donc le HPI qui s'ignore pense être normal, mais il n'est pas normal. Il n'est pas tout à fait normal, si on peut dire. Normal au sens, bien sûr, de la normalité de la majorité, hein. Il y a aucune connotation de jugement, bien évidemment. L'autre raison qui fait qu'ils se sentent jamais légitimes, ils ont peur de l'échec et de ses conséquences potentielles. Alors ça, c'est un point très important que j'ai très très souvent entendu. La peur de l'échec empêche l'action et c'est une des raisons de la procrastination. Alors pourquoi la peur de l'échec? Bah parce que pour les HPI, elle est inacceptable. Sans doute parce qu'elle signifierait le fait une fois de plus d'être rejeté, et aussi la confirmation qu'ils ne sont pas à la hauteur. Donc, comme déjà ils se sentent pas légitimes, si jamais ils sont en échec, c'est une forme de confirmation. Mais peut-être là où je voudrais du coup apporter un éclairage aussi sur cette peur de l'échec, c'est que c'est probablement lié aussi à ce que Carol Dweck, une scientifique, une psychologue américaine, appelle un état d'esprit de croissance versus un état d'esprit de fermeture. Alors, je crois que c'est pas tout à fait ce terme qu'elle emploie, mais peu importe. Qu'est-ce qu'elle entend par un état d'esprit de croissance? Eh bien, c'est cette capacité qu'ont certaines personnes à estimer qu'ils sont capables d'apprendre tout et n'importe quoi, quel que soit leur point de départ. Et vous avez remarqué que il y en a effectivement qui, même s'ils partent d'un point très très bas, estiment qu'ils vont être capables d'apprendre, qu'ils vont être capables de progresser, alors que d'autres, qui pourtant ont un excellent niveau scolaire, ont un excellent niveau professionnel, estiment qu'à un moment donné, ils ont atteint leur asymptote et ils ne seront plus capables de progresser. Ça, c'est ce qu'elle appelle le growth mindset ou état d'esprit de croissance. Eh bien, cet état d'esprit de croissance, il peut se développer, il peut s'apprendre. Donc, on voit bien que ben, cette peur de l'échec, elle peut aussi, on peut apprendre à la maîtriser.
L'autre raison pour laquelle ils ne se sentent jamais légitimes, c'est qu'ils sont très sensibles à la valeur de l'honnêteté et de la sincérité. Alors, les HPI supportent pas les personnes malhonnêtes, les personnes qui mentent. Et d'ailleurs, ils sont bien incapables de mentir dans la plupart des cas. Or, affirmer qu'on est légitime dans un poste, affirmer qu'on est légitime dans un poste et qu'on est compétent pour ce poste, d'une certaine façon, pour eux, c'est une forme de malhonnêteté puisqu'on n'a jamais testé ce poste, donc on ne peut pas affirmer qu'on le maîtrisera complètement. Mais à l'inverse, on voit bien que c'est jamais possible d'affirmer ça. Donc c'est là encore ce que j'appelais tout à l'heure le syndrome de Socrate, c'est-à-dire je sais que je ne sais rien, donc je ne peux pas affirmer être compétent, tout simplement. Alors, avant de passer à comment surmonter tous ces obstacles, cependant, l'échec peut aussi nous permettre de mieux nous connaître et donc d'avancer. Bien évidemment, Emmanuel, c'est évident. Euh, D'une certaine façon, l'échec est constitutif de l'apprentissage. Et je pense que les HPI le savent très bien. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même la peur de l'échec. Et Emmanuel J, donc un grand souci d'équité et de justice également. Bien sûr, oui, oui. Disons que je mettais l'accent sur cette notion d'honnêteté par rapport à la question du sentiment d'illégitimité. Peut-être que le souci d'équité et de justice contribue à ça aussi, je n'en sais rien. Alors, comment surmonter tous ces obstacles? Enfin, on va y arriver. La première clé de tout ça, c'est apprendre à s'accepter. Pourquoi apprendre à s'accepter va vous aider? Parce que d'une certaine façon, en apprenant à vous accepter, vous faites le bon diagnostic sur vous-même et vous mesurez correctement l'écart qui existe entre vous et les autres. Et en mesurant précisément cet écart sur tout un tas de facteurs, sur tout un tas de modes de fonctionnement, à ce moment-là, vous allez devenir beaucoup plus performant dans votre capacité non pas d'adaptation, mais de connexion aux autres. Il ne s'agira pas de devenir les autres, mais de créer le chemin, de recréer des méthodes de connexion entre vous et les autres. Alors, jusqu'à un certain point, je dis toujours à mes clients que pour certaines personnes qui sont trop éloignées de vous, et je pense en particulier à ceux qui ont des attitudes toxiques, hein, alors là, il faut surtout pas chercher à se connecter. Mais sans parler des personnes toxiques, mais en parlant de personnes qui seraient vraiment trop éloignées de vous en termes de mode de fonctionnement, ben peut-être qu'il ne faut pas chercher à faire cet effort-là. Et je le dis d'autant plus facilement que les HPI sont fanats de challenge, de défis, et parfois il y a des défis qui se mettent qui sont juste, je ne veux pas dire impossibles, mais qui vont mobiliser beaucoup trop d'énergie pour très peu de résultats. Alors, l'autre clé pour pouvoir surmonter tous ces obstacles, qu'est-ce que je voulais dire encore sur apprendre à s'accepter? Oui, un autre point, c'est que pour pouvoir faire ce travail d'acceptation de soi, eh bien, il faut se faire accompagner parce que on ne peut pas à la fois, enfin, ou alors il faudrait avoir le don d'ubiquité ou une forme de schizophrénie pour dire, OK, je considère que je suis comme les autres. Mais je vais quand même travailler moi-même sur le fait que je suis différent et qu'il faut que je m'accepte comme différent. Vous voyez bien qu'il y a une espèce de forme de schizophrénie. Et d'autre part, encore une fois, cette tactique de suradaptation, c'est une tactique de survie. Donc, le cerveau ne va pas pouvoir empêcher une forme de tactique de survie qui existe depuis très longtemps. Mais surtout, ce qui est important, c'est de se faire accompagner par quelqu'un qui connaît bien ce sujet-là, qui connaît en profondeur et qui l'a vécu lui-même. Euh, voilà, et c'est aussi ce travail d'acceptation sur soi qui permet de renforcer l'estime de soi. C'est un sujet qui est extrêmement présent chez les HPI. La méditation peut aider, oui, sans doute. Alors, au passage, je fais une parenthèse pour dire que la méditation a plein d'autres vertus. Moi, je l'ai pratiquée un petit peu, et en même temps, je sais que c'est pas forcément les formes de méditation classique qui vont me convenir fondamentalement. C'est plutôt, j'allais dire, des formes de pleine conscience, mais presque permanentes sur tout un tas de sujets, manger, réfléchir, écrire en pleine conscience. Et du coup, comme c'est devenu presque une seconde nature, bah, finalement, je l'appelle plus tellement de la méditation de pleine conscience. Donc voilà, je suis attentif au fait de vouloir réutiliser des méthodes qui sont éprouvées pour les non atypiques, si je puis dire.
Alors, adopter des modes de fonctionnement plus adaptés. Oui, parce que d'une certaine façon, une fois qu'on a compris qu'on a des modes de fonctionnement bien spécifiques, la clé, c'est de les réadopter. Exemple, si vous avez l'habitude de travailler avec du bazar sur votre bureau, votre bureau rempli de dossiers, parce que vous avez besoin de ça, eh bien, peut-être qu'il faut continuer, tout simplement. Jusqu'à un certain point, ne pas choquer votre hiérarchie, ne pas choquer vos collègues, ne pas, j'allais dire, mettre le bazar partout. Voilà, ne pas heurter d'une façon générale votre environnement. Mais si c'est ce qui vous permet d'être performant et créatif, alors continuez. Autre exemple, s'il vous faut du temps pour vous nourrir intellectuellement avant de commencer un travail bien précis, parce que vous savez que lorsque vous commencez ce travail, vous serez beaucoup plus performant, parce que vous avez besoin de cette nourriture intellectuelle pour être véritablement performant, alors, eh bien, il faut le faire. Et moi, je sais que, à titre personnel, j'ai compris que, il y avait des moments pour le temps de nourriture, si je puis dire, et des moments pour le temps de production. Et j'alterne entre les deux de façon harmonieuse maintenant parce que je ressens au plus profond de moi ces temps-là. Ça peut être aussi de conserver certains aspects de perfectionnisme parfois, parce que ça vous permet de vous sentir bien. Si je prends mon exemple, je ne peux pas faire un document PowerPoint, un document Word, même si le document Word n'est que pour moi, s'il n'est pas très bien fait, s'il n'y a pas de faute d'orthographe. Voilà, et ben si je suis performant comme ça, eh bien je continue comme ça. Troisième point, se reconnecter à vos émotions. Alors, c'est évidemment pas simple. Encore une fois, ça ne peut pas se faire seul. Parce que là encore, si votre cerveau vous a commandé, et en l'occurrence c'est une partie un petit peu ancestrale du cerveau, c'est le cerveau limbique, le siège des émotions, qui vous a commandé de vous déconnecter de vos émotions par réflexe de survie, c'est pas le même cerveau qui va vous dire, oh, reconnecte-toi à tes émotions. Non, ça va pas marcher. Donc du coup, ça doit être un apprentissage progressif. Il faut savoir être patient, accepter l'échec et là encore, se faire accompagner. Euh, et seule l'aide d'un expert qui est vraiment, de quelqu'un qui est expert dans ce domaine des émotions et expérimenté dans cette question des émotions, qui a vécu lui-même des fortes émotions et qui a su surmonter d'une certaine façon ces fortes émotions et utiliser ces fortes émotions, va pouvoir vous aider efficacement. Dans mon cas, hein, l'émotion principale, c'était la colère, et j'en parle avec d'autant plus de facilité que c'est justement la colère, c'est l'émotion de la frustration, et c'est l'émotion typique des HPI. Pourquoi? Parce qu'ils vivent en permanence des frustrations. Et le problème, c'est que cette colère, c'est une émotion qui est très difficilement dissible, qui est très difficilement exprimable. Donc on voit bien pour quelle raison cette émotion va s'enfermer, s'engrammer dans le corps et dans l'esprit et dans le cœur, et qui fait qu'elle va ressortir de façon d'autant plus violente et incontrôlable. Donc cette reconnexion à vos émotions, non seulement elle va vous aider à les gérer, mais surtout elle va vous apporter énormément d'informations sur vous, et en particulier sur vos besoins profonds. Alors, je jette un œil aux questions. Comment fait-on pour reconnecter un HPI à ses émotions? Eh bien, on va en parler de ses émotions. On va l'apprendre, on va lui apprendre à exprimer ses émotions. Ça va pas être simple au début. Il va pouvoir le faire facilement dans un cadre de confiance, de protection, c'est-à-dire où il sait qu'il y a une totale confidentialité, un total respect, une totale bienveillance, et où il sait qu'il ne sera pas jugé. Voilà. C'est ça le contexte pour pouvoir parler de ses émotions et du coup euh, être accompagné par quelqu'un qui va l'aider à porter un regard beaucoup plus positif sur ses émotions et non pas négatif. Moi, dans mon cas, il m'a fallu beaucoup de temps hein, pour, pour gérer mes émotions, pour comprendre qu'il fallait aussi que j'anticipe mes émotions. Et ça, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients. Voilà, ce que je pouvais dire aussi sur le sujet, j'aurais adoré avoir un coach expert en HPI à cette époque-là. Je me suis fait coacher, je me suis fait accompagner par une thérapeute à plusieurs reprises.
Je me suis formé aux émotions. Mais tout ça n'a eu d'efficacité qu'à partir du moment où j'ai moi-même erré dans mon propre labyrinthe de mes émotions et compris à un moment donné pourquoi ça ne fonctionnait pas. Mais moi, j'ai perdu des années. J'ai pas envie de faire perdre des années à mes clients. Donc voilà pourquoi je les accompagne sur ce sujet. L'autre clé pour avancer dans son projet professionnel, c'est d'accepter son atypicité. Alors, à la fois l'atypicité de vous, de vous-même, mais aussi l'atypicité de votre projet. Et vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à identifier votre projet à partir du moment où vous vous serez reconnecté à votre personnalité. Donc, autrement dit, une fois que vous aurez fait les étapes précédentes, eh bien, identifier votre projet atypique, ça va venir assez facilement. C'est juste qu'en fait, vous avez tendance à plaquer tout un tas de freins sur ce projet atypique qui sont liés au fait de ne pas se sentir accepté, le regard des autres, le besoin de se remettre en cause en permanence, etc. Par contre, il vous faudra passer du temps pour rendre votre projet atypique acceptable, compréhensible, digérable par ceux à qui vous allez l'adresser, que ce soit d'ailleurs un projet entrepreneurial ou un projet salarial. Le jour où vous allez vous vendre, eh bien, il va falloir savoir comment vous vendre. Euh, voilà. Cinquième clé, c'est apprendre à développer votre mode méta. Alors, qu'est-ce que j'appelle son mode méta? C'est le mode observation, c'est le mode qu'on emploie quand on est coach. Vous avez en fait en général une grande lucidité sur vous-même, sur les autres, sauf en fait, cette lucidité est entachée du fait que vous n'avez pas une bonne conscience précise de qui vous êtes vraiment, de comment vous fonctionnez. Donc, mais à partir du moment où vous aurez compris qui vous êtes, eh bien, apprenez à observer vos modes de fonctionnement, vos comportements particuliers, pour mieux en juger de façon objective et pas sous le regard des autres, en fait. Et c'est ça qui va vous aider à vous sentir mieux et avancer sur votre chemin. Pour ma part, moi, c'est à force de me faire coacher que j'ai appris à progressivement à prendre cette posture d'observation. Alors, j'ai envie de dire, c'est mon métier, donc c'est un peu normal, mais je considère que les HPI ont une véritable aptitude à s'auto-coacher que n'ont pas forcément toutes les personnes. Alors, Thierry, pas évident, j'ai été rejeté dès la maternelle et à terme, j'ai littéralement poncé mes émotions. Oui, mais en même temps, Thierry, il faut pas vous inquiéter de ça, même si c'est ancien, même si vous avez les sentiments qu'il va falloir aller gratter dans des choses qui sont un peu difficiles. J'estime que les HPI, enfin, c'est pas que j'estime, c'est je constate que les HPI ont une telle aptitude, une telle résilience, une telle capacité à se reconstruire, une telle capacité à apprendre, à progresser que à partir du moment où on leur donne les clés, eh bien, ils avancent, quelle que soit la longueur du chemin. Najette, l'accompagnement du HPI est-il si différent de l'accompagnement d'une personne normale? Oui, par plein d'aspects, mais je dirais, ne serait-ce que un aspect, ils ont besoin de comprendre. Or, dans un coaching d'une personne normale, non seulement ce besoin n'apparaît pas, mais il est plutôt souhaitable de ne pas chercher à comprendre ce qui se passe, mais plutôt de l'orienter solution et de lui dire vers quoi tu veux t'orienter. Un HPI, ça fonctionnera pas, ça. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale. Il veut toujours chercher à comprendre, quel que soit même s'il sait qu'il existe des façons autres d'atteindre ses objectifs, il aura besoin de comprendre. Et ça, c'est probablement lié à son besoin d'autonomie, parce que une fois qu'il aura compris, il va pouvoir franchir des étapes par lui-même. Emmanuel, le problème est aussi de savoir que l'on est HPI, cela est très dépendant des gens que l'on va rencontrer. Oui, le point de départ, c'est de prendre conscience de ça. Et j'ai envie de dire, pour certains, ils peuvent en être tout aux prémices, ils peuvent supputer, supposer que, sentir qu'il y a une coloration HPI, mais pas en être sûr. Et dans ces cas-là, eh bien, moi, mon conseil, c'est vraiment d'orienter ces gens vers des experts HPI, ne serait-ce que pour les aider à se positionner par rapport à ce sujet, se positionner en conscience et de façon autonome, qu'ils ne soient pas poussés par un expert HPI à leur dire, écoutez, moi je juge que vous êtes HPI. Non, c'est pas du tout ça. Alors je termine parce que sinon je vais être en retard.
Ajustez vos croyances parce que effectivement, on s'est tous construits sur la base de piliers très solides, des croyances qui font que on pense que c'est bien de travailler pour, de faire des efforts pour réussir. On pense que c'est bien pour vivre bien, vivons cachés. Voilà, ce genre de croyances. Mais à un moment donné, ces croyances-là nous empêchent d'avancer, nous empêchent de franchir de nouveaux objectifs. Et donc, quelque part, et j'étais en discussion en début d'après-midi avec l'un d'entre vous, l'une d'entre vous, et je sentais bien qu'il y avait des choses qui l'empêchaient d'avancer. Bon, des fois, j'ai tendance à aller un peu vite dans le fait de bousculer ses croyances, et mes clients savent me le rappeler, mais c'est fondamental de se faire bousculer un peu, de se faire un petit peu secouer sur cette, gentiment, bien sûr, avec beaucoup de bienveillance sur ce sujet. Alors, j'avais quelques messages personnels, mais je vais peut-être plutôt regarder les quelques questions. Il nous reste 2 minutes, 1 minute même. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, vos remarques, peut-être aussi me partager vos remarques hein, sur ce webinaire. Observation de soi ou observation des autres, Dominique? Oui, c'est plutôt l'observation de soi, hein, quand je parlais du mode méta, s'observer soi pour mieux s'interfacer avec le monde extérieur, encore une fois. Dominique, d'ailleurs, j'en profite puisque vous êtes là, j'ai envie de vous dire, et si vous assumiez votre pleine puissance, à qui et à quoi servirait-elle? Et j'emploie volontairement ce terme de puissance parce que je sais qu'il a tendance à choquer un peu les HPI. Ils n'aiment pas trop cette notion de puissance. Euh, mais en même temps, c'est bien de ça dont il est question. Ils ont tendance à avoir un peu peur de leur puissance. Mais en même temps, il ne tient qu'à eux de l'orienter, on va dire, dans le bon sens. Emmanuel, vous disiez pour mes émotions, le MDR est aidante. Oui, bien sûr, chacun trouve ses tactiques, ses techniques, ses outils là où il le peut, et je trouve que c'est génial de pouvoir utiliser autant d'outils comme dont le MDR, bien sûr, que je n'ai pas testé au passage. Maud, diriez-vous que nous sommes plus résilients que la moyenne? Oui, clairement. La résilience est vraiment une des caractéristiques des HPI quand ils n'ont pas mal tourné. Mais l'immense majorité a plutôt bien tourné en tout cas sur cette question de résilience. Ça peut être d'une certaine façon leur handicap parce que c'est ce qui les empêche à un moment donné de se rendre compte qu'ils sont dans la suradaptation. Voilà. Euh, Dominique, vivre caché pour bien vivre mon quotidien, oui, alors, et en même temps, parfois, pour trouver son job de rêve et pour l'obtenir, eh bien, il faut oser sortir du bois. Dominique. Voilà, c'est peut-être le message que j'ai envie de vous faire passer. Est-ce que les HPI sont plus ciblés en matière de harcèlement au travail par les collègues ou managers toxiques? Clairement, oui. Les HPI sont une cible idéale des manipulateurs pervers, narcissiques et autres toxiques. Voilà. Charlotte, comment arriver à trouver le bon équilibre entre atteindre des objectifs, niveau d'exigence et éviter de fatiguer les équipes? Eh bien, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce chemin de crête entre le trop et le pas assez, on le trouve d'autant plus facilement quand on a fait ce travail sur soi. Et c'est là où on sera beaucoup plus précis pour avancer et pour s'interfacer avec ses équipes, s'interfacer efficacement sans les user. Florence, nous avons probablement plus peur que notre puissance fasse peur aux autres. Oui, je suis complètement d'accord, c'est vrai. Et en même temps, votre puissance, elle peut apporter aux autres. Par contre, toute la question, c'est quels autres? Et peut-être que c'est là où il faut trouver votre réglage. Ok, eh bien, écoutez, il est 47, donc je vais arrêter le partage. Juste vous rappeler que je vous avais mis le lien vers mon agenda. Ce lien vers mon agenda vous permet tout simplement, je vous le remets en même temps, vous permet de prendre un rendez-vous de 30 minutes gratuit qui vous permettra de clarifier vos objectifs de les formaliser. Parfois, c'est pas toujours évident de les formaliser et surtout d'avoir des pistes concrètes d'action pour atteindre vos objectifs. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'en profite pour vous demander peut-être une dernière chose, peut-être juste me dire si ce webinaire a répondu à vos attentes et vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très bientôt pour certains. Super, merci beaucoup.
Bonne soirée. Et puis, donc, la prochaine date, c'est le 14 mai et ce sera plutôt orienté pour les entrepreneurs. À très bientôt. Au revoir.